L'Association internationale d'ergonomie est la représentante de presque toutes les associations d'ergonomes du monde. Elle était à l'origine une association de membres individuels. La première réunion internationale d'ergonomie s'est tenue à Stockholm en juillet 61, avec donc des membres individuels et non pas des membres de sociétés nationales. Cela a été aussi l'occasion de son premier congrès et par la même occasion la création en tant que telle de l'IEA. De 1961 à 1963, les premiers pays qui ont adhéré à l'IEA ont été des pays du continent européen. L'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Dès 1964, le Japon a adhéré à l'IEA, ouvrant ainsi la voie à des pays au-delà du continent européen. Human Factor Society, créée en 1959 aux USA, a nié initialement la nécessité de fonder une association internationale. C'est seulement en 1967, en même temps que la Grande-Bretagne, qu'elle a adhéré à l'IEA. Les 5 premiers congrès triannuels ont été organisés par des pays ouest européens, ceux-là même dans lesquels la notion d'ergonomie avait pris naissance. Et pour rappel, la Suède, l'Allemagne, l'Angleterre, la France et les Pays-Bas. Pour mémoire, 2 congrès de l'IEA ont été organisés par la France. En 1970 à Strasbourg, Bernard Metz, directeur du laboratoire de bioclimatique et membre fondateur de la SELF, a joué un rôle déterminant au sein du premier conseil de l'IEA. Il était tout désigné pour organiser en 1970 le 4e congrès à l'Institut de physiologie de Strasbourg. En 1991, à Paris, le 11e congrès, avec son slogan « Concevoir pour tous », s'est tenu à la Cité des sciences et des techniques. Il avait nécessité près de 4 ans de réflexion et de préparation et mobilisé toutes les forces vives de la SELF, démontrant sa vitalité. À partir de 1970, les pays nordiques, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont rejoint l'IEA. En 1976, l'IEA est devenue une fédération de sociétés nationales ou régionales, atteignant le chiffre de 44 sociétés nationales ou régionales en 2009. En 1976, la Yougoslavie rejoint l'IEA. Et ce n'est qu'à partir de 1976 que les congrès de l'IEA ont commencé à être organisés hors du petit cercle ouest européen vers les autres continents. De 1977 à 1986, les sociétés nationales qui ont rejoint l'IEA sont la Pologne, Israël, la Hongrie, l'Autriche, la Corée et la Belgique. C'est également à partir de 1982 que les sociétés nationales se sont mises sur les rangs pour l'organisation au fil des ans du congrès trisannuel de l'IEA. À titre indicatif, le Japon en 1982, l'Australie en 1988, les États-Unis en 2000, la Corée en 2003, les Pays-Bas en 2006, la Chine en 2009, le Brésil en 2012 et la Nouvelle-Zélande en 2015. À partir de 1990, on voit apparaître le Sud-Est asiatique, la Tchéquie, la Slovaquie, la Chine, la Russie, l'Espagne et, pour la première fois, une société nationale du continent sud-américain, le Brésil. L'Inde, la Grèce, le Portugal et pour la première fois une société nationale du continent africain, l'Afrique du Sud. L'Irlande, la Turquie, l'Ukraine, Taïwan et un 2e pays du continent sud-américain, la Colombie. La Suisse, le Mexique, Hong Kong, le Chili, l'Argentine, les Philippines, l'Iran. À partir de 2009, les pays ayant adhéré à l'IEA sont la Lettonie, l'Équateur et la Tunisie. Depuis plus de 50 ans, près d'une vingtaine de congrès trisannuels de l'IEA
se sont révélés être un moyen efficace pour établir un dialogue scientifique fructueux entre collègues travaillant dans des pays éloignés et ouvrir à des collaborations sur des thématiques communes. Ces congrès ont été l'occasion de faire connaître, hors des frontières, ce qui se faisait dans les sociétés membres et de stimuler l'émergence de l'ergonomie dans de nouvelles contrées et la formation de nouvelles sociétés nationales ou régionales. Comme dans toutes les sociétés d'ergonomie, les thèmes intéressant les chercheurs ou les praticiens subissent une évolution liée au changement dans les conditions de travail, aux préoccupations des organisateurs du travail, à la nature des produits manipulés, au mode de production, à une meilleure prise en compte de la santé des opérateurs. Il y a deux choses qui se sont passées. D'abord, il y a eu la volonté de s'ouvrir à plus de pays. Et un effort conscient un peu de prosélytisme d'abord dans certains pays. Alors il y a des actions un peu de type on va aller faire des séminaires à droite à gauche, un peu sous l'égide de l'IEA. Voilà. Donc toute un ensemble de choses pour essayer de développer avec une efficacité relativement faible pour ce qui est des pays en voie de développement. Ce qui s'est fait plus naturellement, c'est s'étendre à d'autres pays développés, mais un peu moins développés. Voilà. Et puis donc la deuxième chose qui s'est faite dans le mouvement, c'est une volonté d'avoir un rôle international d'un autre niveau, qui a pris différentes formes. Première forme, c'est la mise en relation plus nette avec des organismes internationaux. Donc aujourd'hui, l'IEA est partenaire de l'OMS, est partenaire du BIT et a des accords de coopération avec un certain nombre d'autres grosses organisations qui s'occupent d'hygiène, occupational hygiene, donc médecine du travail en gros, voilà, dans le monde. Donc il y a un certain nombre de rapports formels avec d'autres organismes. Il faut dire que il y a eu plusieurs courants de l'ergonomie en Belgique. Il y a eu le courant initié par Faverges qui a alors conduit à des développements. Enfin, moi, j'ai fondé en 1992 donc, ce laboratoire d'études, de l'ergonomie pour les technologies de l'information et de la communication. Mais il faut citer Véronique de Keyser, qui a aussi fondé son laboratoire de psychologie du travail et d'ergonomie à l'Université de Liège. Le laboratoire de psychologie industrielle et commerciale ayant été repris aussi au départ de Faverges par Kernas et Salengro, mais nous sommes tous des élèves de Faverges, donc c'est lui qui a été à l'origine de ça. Et il faut aussi, d'une certaine façon, je sais bien que c'est une situation belge, mais enfin montrer qu'il y a une certaine je ne veux pas dire opposition, mais enfin, disons, il y a une différence entre la perception qu'on a de l'ergonomie au sud du pays, c'est-à-dire du côté francophone, et au nord du pays, c'est-à-dire du côté néerlandophone. Et effectivement, au nord du pays, on est plus dans une ergonomie très physiologique, très liée, disons, sur les conditions de travail au sens premier du terme, alors que au niveau francophone, on est plus dans une ergonomie centrée sur des questions d'ergonomie cognitive, ergonomie des systèmes, ergonomie du traitement de l'information, enfin, de manière générale. L'histoire de l'ergonomie en Suisse ne peut pas être séparée de deux personnes. Étienne Grandjean, donc, qui était professeur à l'école polytechnique fédérale de Zurich et qui était très orienté du fait qu'il était dans une école d'ingénieurs vers l'ergonomie de conception. On lui doit en fait encore aujourd'hui le fait que l'ergonomie est vue en Suisse comme la science de la chaise, du dossier et du dos. Et Grandjean, c'était beaucoup plus que ça. Il a été à l'IA dès le début, et puis il avait une vision
de l'ergonomie, qui était une vision très scientifique et qui se trouvait à cheval entre les approches anglo-saxonnes et les approches européennes. Et sur le plan de l'ergonomie de langue française, c'était un des membres fondateurs de la SELF, membre d'honneur, etc. Il a participé à certains congrès de la SELF, mais il est toujours resté à cheval entre les deux cultures. Et il est resté dans un rôle qui était un rôle d'une ergonomie pour les ingénieurs. Le deuxième personnage très important pour le développement de l'ergonomie en Suisse, c'est mon maître, le professeur Polleret. Je ne sais pas comment encore le dire avec la nouvelle grammaire, qui était, elle, de formation médicale, et qui très vite s'est désintéressée à la clinique. Elle s'est intéressée à la santé publique. Elle est allée aux États-Unis, elle a fait un master de santé publique, elle a fait des recherches dans le domaine de la santé publique. Et puis c'est là qu'elle a découvert l'ergonomie. Elle y est retournée pour faire de l'ergonomie. Et elle a toujours oscillé entre ces deux pôles. Elle a été une quinzaine d'années assistante, puis chargée de recherche, professeure associée, dans un institut de physiologie où elle a développé la physiologie du travail. Et puis elle y tenait beaucoup. Et puis, dans son équipe, on venait tous d'autres horizons, parce qu'elle avait engagé des gens, elle voulait créer une véritable équipe multidisciplinaire. Donc, ça provoquait des discussions. Et puis, à tout moment, elle nous remettait à l'ordre en tapant sur la table. Elle disait, nous, on est des physiologistes. Alors, la réponse, c'était, toi, mais pas nous. Et un jour que je lui posais des questions qu'elle trouvait embarrassantes et compliquées sur les régulations, l'analyse de l'activité, il m'a dit, écoute, tu prends un billet, tu vas à Bruxelles, tu vas voir Véronique de Kayser et puis elle répondra à tes questions. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai passé 2 jours avec Véronique de Kayser, qui n'était pas encore professeure à ce moment-là, et puis je suis reparti avec sous le bras des photocopies, des polycopiés de Faberge, les bases heuristiques de l'ergonomie, qui je crois n'ont jamais été publiées en livre et qu'on attend toujours, parce que j'ai le sentiment que beaucoup de questions qu'on discute aujourd'hui se trouvent dans les bases heuristiques de l'ergonomie. Donc en quelque sorte, l'ergonomie suisse repose sur ces deux personnes, Polleret et Étienne Grandjean. Étienne Grandjean, qui enseignait donc à l'école polytechnique fédérale de Zurich et qui était roman d'origine et parfaitement bilingue, constituait en fait le ciment, le pont entre les deux régions linguistiques. Son successeur, qui était un médecin allemand, qui ne connaissait pas un mot de français, n'a pas continué à jouer ce rôle. D'ailleurs, il avait une autre approche de l'ergonomie et les relations entre les deux courants de l'ergonomie en Suisse romande et en Suisse alémanique se sont distendus. Chez les Suisses alémaniques, eh bien, on a rejoint une approche plus anglo-saxonne, et en Suisse romande, via les influences de la SELF, de nos collègues français, puisque Genève est sur la frontière, eh bien, on s'est rapproché de l'ergonomie de l'activité. Les débuts de cette ergonomie en Pologne commençaient dans les années 60-70 par essentiellement la recherche, ou uniquement la recherche. Donc la recherche qui a été menée à cette époque-là concernait justement essentiellement la partie physique, le travail physique, et puis un peu la partie environnementale. On a travaillé sur le syndrome des vibrations, sur les pathologies provoquées par l'utilisation des outils divers. Et effectivement, ça sortait pas trop du laboratoire. On faisait quelques études sur le terrain, mais c'était encore très modeste. Et il y avait vraiment quelques laboratoires en Pologne qui s'occupaient de cela. Et une décision, en quelque sorte, remarquable pour le développement de l'ergonomie polonaise était la décision de International Ergonomics Association d'organiser un congrès mondial à Varsovie en 1979.
Et pour organiser ces congrès, on a créé une société d'ergonomie polonaise, qui existe d'ailleurs jusqu'à présent, et qui a donné un élan fantastique de ce développement de l'ergonomie, et qui était après un peu, disons, freiné par les événements de 81, donc les événements de Solidarność et puis de l'état de siège soviétique. Et après, ça recommença à se développer au niveau de la recherche essentiellement, et après le passage en pays indépendant et démocratique, et puis appartenance à l'Europe, l'ergonomie recommence à se développer en Pologne, un peu dans le sens occidental, c'est-à-dire ça commence à sortir de labo de recherche. Et donc, on ne voit pas encore beaucoup de salariés ergonomes, on ne voit pas encore beaucoup de cabinets de consultants, mais on voit quand même les interventions des institutions universitaires sur le terrain. C'est-à-dire, c'est un peu le cas que j'ai toujours vécu. J'étais toujours en la fois universitaire et consultant. Et ce qu'on voit maintenant en Pologne, c'est un peu cette voie-là. C'est-à-dire, les gens qui sont universitaires sortent de leur université, vont dans les entreprises et font des interventions au niveau de conditions de travail, au niveau de postes de travail, de conception, de correction, etc. Or, maintenant, ce développement devient, depuis quelques années, de plus en plus visible, et au point qu'on commence à voir vraiment les communications des terrains qui viennent de Pologne, les communications de réalisation de certaines améliorations ergonomiques qui viennent de Pologne. On commence à voir aussi les calculs économiques de l'impact de l'ergonomie, ce qui est rarement le cas en France, par exemple. Mais c'est vrai que l'influence principale de ce développement de l'ergonomie en Pologne était l'influence de Human Factors américains ou un peu de sociétés anglaises, de Ergonomic Research Society, et beaucoup moins de l'influence francophone ou l'influence de la SELF ou d'autres pays. Alors actuellement, c'est très difficile de dire parce que l'influence principale en Pologne, c'est quand même américaine, malgré l'appartenance à l'Europe. Mais peut-être c'est une question de mode, ça peut changer un jour. Quand j'étais déjà jeune industrielle, j'ai croisé un collègue de mon père qui connaissait très bien le professeur Wissner, qui est un ami personnel, et qui m'a amené qui m'a dit, vous êtes ingénieur industriel, pourquoi pas continuer en ergonomie éventuellement? Et il m'a amené les 8 fascicules du cours de Alain Wissner de physiologie du travail et ergonomie du Conservatoire national des arts et métiers, parce que lui, il avait un exemplaire. Et j'ai commencé à lire tout ça. Ça m'a intéressée. Et on a fini par recruter en génie industriel un professeur qui venait donner des cours sous forme intensive parce qu'il ne voulait pas donner les cours à chaque semaine, qui, lui, avait des connaissances en ergonomie, avait suivi des cours aussi en Europe. Et c'est la convergence des deux qui fait que je me suis orientée j'ai décidé de poursuivre mes études graduées en ergonomie. Évidemment, à l'époque, on est rendu au milieu des années 70, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Google, et c'était très difficile de trouver l'information où aller faire des études en ergonomie. Ce que je trouvais dans les classeurs de bibliothèques, c'était plus Human Factors aux États-Unis, ça ne m'intéressait pas trop. J'avais tous les fascicules du CNAM, de Conservatoire national des arts et métiers. Donc, j'ai contacté le laboratoire de Wissner pour dire je voudrais venir étudier en ergonomie. Et ce qui a aussi quand même beaucoup facilité ce passage-là, c'est qu'il y avait le programme France-Québec qui encourageait beaucoup les échanges d'études graduées entre Français et Québécois. Il y avait des programmes de bourses spéciaux. Et donc, ça facilitait nos études en France. Donc, j'ai appliqué pour la bourse France-Québec. Et c'est comme ça que je suis venue au Conservatoire national des arts et métiers. Maintenant, si je retourne en arrière, ce premier professeur-là d'ergonomie s'appelait Paul Imbeau. Et Paul Imbeau avait connu... Là, je vais faire un saut un peu plus en arrière encore. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, Lucien Brouat, qui était un très grand physiologiste du travail, était venu s'installer au Québec. Et il avait travaillé pour la sidérurgie qui était l'Alcan.
Et donc, il y avait une connaissance au Québec de la physiologie du travail. Brouat avait fait un passage qui était remarqué. Mais par la suite, Brouat était retourné en Europe. Puis, à un moment donné, un peu plus tard, il a réenvoyé un stagiaire pour faire un stage d'études en ergonomie au Québec, qui devait être à l'Alcan. Et s'était formé à la même époque une organisation qui était COS, qui est un groupe de consultants, pas d'un groupe de consultants, mais qui est un groupe qui était dédié au développement de la formation dans le domaine du travail. Ces gens-là se sont rencontrés, dont Paul Imbeau. Et de là est venue l'idée de mettre en place un cours d'ergonomie qui s'adresserait aux différentes facultés. Le stagiaire français faisait un deuxième stage qui est en Algérie. Et de l'histoire de l'ergonomie au Québec, ce qui m'a fasciné quand j'ai voulu retracer les démarrages, c'est le côté déjà très international. Parce que là, c'est les années 60. Et ces gens-là, ça voyage déjà beaucoup. Et donc, Paul Imbeau et je crois que c'était Yves Lacorte se sont rencontrés, ont voulu faire un cours d'ergonomie. Yves Lacorte est décédé par la suite en allant en Algérie. Et Paul Imbeau a décidé de poursuivre le projet. Et donc, il a développé des cours d'ergonomie dans différentes facultés. Relations industrielles, faculté de médecine, il est venu en génie aussi. Et plusieurs des autres Québécois qui sont venus étudier en ergonomie à la même époque, comme Colette Hubert, c'est par le biais des cours de Paul Imbeau qu'il y a eu la première sensibilisation en ergonomie. Et là, certains travaillaient déjà, comme par exemple Colette Hubert était déjà professeur, donc il est venu à un des premiers congrès d'ergonomie, a rencontré Alain Wissner sur place, qui a dit oui, venez étudier en ergonomie, ça serait intéressant. Et chacun, toutes les premières personnes qui sont venues étudier en ergonomie, il y en a plusieurs qui sont venus au laboratoire de Wissner, mais c'est par des rencontres individuelles, des hasards de rencontres. L'intérêt, chacun avait un intérêt pour l'ergonomie qui venait de différentes, qui est né, qui s'est développé à travers différentes raisons, différentes circonstances. Et c'était le hasard des rencontres qui faisait qu'on disait, il y a cet endroit-là pour étudier. Et les premiers qui sont venus étudier, par exemple, au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, ont relayé l'information. Et il y a eu toute une première génération d'ingénieurs industriels qui est venue étudier en ergonomie à cause de ces relais-là, à cause de les enseignements qu'on commençait à avoir, et d'autres dans d'autres domaines aussi ont commencé à faire ces développements-là. Donc, chacun a une histoire individuelle. Et c'est ces histoires individuelles-là qui font qu'à un moment donné, ça s'est développé un peu partout. Les premières générations qui se sont sensibilisées à l'ergonomie, ils sont venus de ergothérapie, design industriel, génie industriel, psychologie. Déjà, au point de départ, on est venu de plusieurs horizons différents. Ce qui a eu un impact majeur dans le développement de l'ergonomie, c'était la mise en place de l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail du Québec, qui est arrivé vers la fin des années 60, juste au début avant les années 80. C'est qu'il y a eu une nouvelle loi qui a modifié complètement le paysage, qui est une nouvelle loi sur la santé et sécurité au travail, qui est un livre blanc qui a été déposé, qui a complètement réorganisé tout. Il faut dire qu'au Québec, pour comprendre le développement, c'est que entre le milieu des années 65 et la fin des années 70, il y a eu des réformes institutionnelles et politiques majeures. Tout a changé. L'éducation est devenue publique. L'UQAM, qui est l'Université de Québec à Montréal, où moi je travaille, c'est une université qui a été mise en place dans les années 70. Donc, il y a eu beaucoup de développement. Puis à l'intérieur de ça, il y a eu une volonté de réorganiser tout le domaine de la santé au travail et tout le domaine de la santé publique en même temps. Donc, avec des créations de réseaux de départements de santé régionale, de santé communautaire, avec un volet santé au travail à l'intérieur de ça. Donc, il y avait une volonté de relier santé au travail à la santé publique. À l'intérieur de ça, il y a eu donc la mise en place de l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail, dont le premier directeur était le recteur de l'Université de Sherbrooke, qui a eu une vision assez extraordinaire à l'époque parce qu'il a décidé de développer l'IRSST, l'Institut de recherche, sur une base de partenariat avec les universités. Alors, l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail, qui avait donc un budget fourni par la Commission de santé et sécurité au travail, donc financé par les entreprises sur une base stable, a fait un appel d'offres aux universités en disant « Présentez-nous des projets d'équipe associées dans différents domaines ».
Alors, à l'École polytechnique où je travaillais, l'école a décidé de présenter un projet d'équipe associée dans le domaine de le dos, biomécanique, mais tout ce qui était les problématiques de dos. Ce qui, moi, m'a ancré dans le travail de manutention beaucoup, entre autres. D'autres universités ont présenté des projets plus du côté sociologie du travail, organisation du travail. Chaque université a présenté des projets de développement dans un champ, l'équipe associée. Et dans la mesure où c'était un appel d'offres important avec des sommes qui n'étaient pas négligeables, ce sont les directions d'université qui ont embarqué. Et ce sont les directions d'université qui ont, dans la majorité des cas, sont allés voir les professeurs qui étaient déjà proches de la santé au travail. On dit, on veut organiser des équipes. C'était des grosses équipes. Pas juste un département, c'était souvent plusieurs départements. Comme nous, on était associés avec l'Université de Montréal, avec éducation physique, qui était une anthropologie, génie mécanique. Donc, on avait souvent des associations avec l'extérieur. Et puis, les universités ont proposé des grandes programmations qui étaient basées qui étaient de 5 ans. Et le fait d'avoir fait ces appels d'offres-là a mis en place un ensemble de structures dans les universités, de projets de recherche et de programmes d'enseignement. Parce que dans la foulée, les universités se sont mis à développer des programmes d'enseignement. En ergonomie, il y a eu un premier programme qui a été développé à Polytechnique, Université de Montréal. Il y a eu un cheminement qui s'est fait à l'Université du Québec à Montréal aussi, qui par la suite a ouvert un deuxième programme. Et la base de développement en ergonomie, elle est venue entre autres de ça. Elle est de tout le champ de la santé au travail aussi. Mais en ergonomie, dès le départ, l'Institut de recherche a voulu qu'il y ait un développement en ergonomie. C'était une volonté très claire qu'il y ait de l'ergonomie. Donc, a toujours voulu favoriser le développement de l'ergonomie dans les universités de programmes, développement de programmes de maîtrise, doctorat, parce que pour eux, c'était la formation de la relève aussi dans le domaine. Et ça a donné un élan assez important. Par contre, ça a ancré l'ergonomie dans une vision très santé. Et éventuellement, le musculo-squelettique a pris beaucoup d'importance, plus qu'ailleurs. Et ça a eu une influence majeure, mais ça a délimité certains développements qui n'étaient pas collés sur la santé au travail. Un moment marquant du développement de l'ergonomie au Québec a été la loi sur la santé et sécurité du travail, ou la loi sur les accidents de travail, qui a été votée dans les années 70, en 1976-1977. Alors, c'est une loi qui imposait aux entreprises de traiter de façon correcte, donc avec des contraintes légales, des contraintes financières, de traiter de façon correcte les accidents de travail. Et ça a été finalement un apport extraordinaire de travail pour les ergonomes. Alors je pense que ça, c'est un événement absolument marquant dans le développement de l'ergonomie au Québec, parce que ça a donné beaucoup de travail aux ergonomes, ça a justifié l'existence de la profession, ça a fait connaître la profession, ça a justifié la formation dans ce domaine-là. Et puis ça a permis de faire connaître l'ergonomie au grand public, aux entreprises, parce qu'ils entendaient parler d'ergonomie, de santé et sécurité du travail. Et je pense que depuis ce temps-là, l'ergonomie au Québec reste très marquée par l'importance de l'application au domaine de la santé et sécurité du travail. Je dirais qu'au Québec, de façon très dominante, ce qui domine vraiment, c'est l'ergonomie et l'activité. La notion d'activité est très centrale et je pense qu'à peu près tous les gens qui sont dans le domaine sont très centrés sur ça. Et je dirais que les Québécois qui sont allés étudier aux États-Unis, parce qu'il y en a plusieurs, sont revenus proches de l'activité parce que certains ont fait une maîtrise au Québec, sont allés au doctorat aux États-Unis, sont revenus et par le biais des subventions ou la façon de travailler avec l'Institut de recherche en santé et sécurité, avec les ergonomes, ce sont des gens de terrain qui sont restés proches de l'activité, mais avec des approches peut-être plus quantitatives que celles qu'on va retrouver, par exemple, dans le cadre de l'ergonomie francophone. Au niveau du Canada anglophone, il y a, le Human Factors est important, mais il y a aussi une tradition d'ergonomie qui touche l'activité jusqu'à un certain point, qui est assez importante. Parce que le Canada anglophone, une des grandes sources d'alimentation, c'est le réseau européen et le réseau britannique. Et les gens qui sont passés par ce réseau-là sont plus proches du réseau européen que du réseau américain. Et la tradition de Human Factors, par exemple, Royaume-Uni,
des gens font de l'ergonomie de terrain. Ils comprennent très bien ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est des gens qui étaient déjà familiers. Les relations entre l'ergonomie francophone et l'ergonomie plus américaine sont très intéressantes à examiner au Québec parce qu'on a l'impression ici, les ergonomes d'ici ayant été formés donc en grande partie en France, mais nous avons aussi des ergonomes qui ont été formés aux États-Unis. Et puis, puisqu'on vit également sur un continent nord-américain, on subit les influences de l'ergonomie ou des human factors américains. Alors, tout ça pour dire que nous avons l'impression au Québec d'intégrer les influences des deux côtés. L'Association canadienne d'ergonomie, au départ, quand elle a été formée, en fait, c'est HFAC, c'est Human Factor Association of Canada. Elle était plus centrée sur Human Factors, d'où son nom d'origine. Mais assez rapidement, il y a eu une évolution où c'est un mélange avec l'ergonomie et Human Factors, qui fait que je dirais que de façon contemporaine, cette organisation-là, qui maintenant s'appelle uniquement ACE, Association canadienne d'ergonomie ou Association of Canadian Ergonomists, est plus proche de l'ergonomie et les gens qui sont en Human Factors sont peu présents à l'ACE, à l'Association canadienne d'ergonomie, parce que ils vont graviter dans un autre circuit. Donc, au niveau des contacts qu'on a avec l'Association canadienne d'ergonomie, on retrouve des gens avec lesquels ce n'est pas vraiment très difficile d'échanger. Il n'y a pas un fossé culturel. Il y en a un, mais il n'y a pas un fossé aussi énorme que ça. On croise des gens de terrain qui sont familiers avec des problématiques de terrain. Et c'est différent des États-Unis, où aux États-Unis, le Human Factors est plus dominant. L'ergonomie française, donc, elle va nous influencer par l'importance de l'analyse de l'activité et par l'importance d'intervenir sur le terrain. C'est clair, c'est net et j'allais dire, c'est pas remis en question, c'est même pas ça, c'est que c'est profondément intégré dans nos activités, dans nos interventions ergonomiques. Et on est aussi influencé par l'ergonomie américaine parce qu'il y a une partie aussi de nos interventions qui ressemble beaucoup à du human factors traditionnel, où on va avec des approches expérimentales, des approches de laboratoire. Et ça correspond également à une réalité, une partie de l'ergonomie qui est pratiquée au Québec, qui est assez importante aussi. Et donc, on va faire constamment, des allers-retours entre les milieux de travail où il y a du vrai monde, avec des vrais enjeux, des vrais problèmes, puis des vrais coûts économiques et tout. Donc, et ensuite, les milieux de laboratoire, où là, on va tester de façon plus carrée en manipulant des variables et tout. Donc, ce que permettent de faire les laboratoires. Et donc, il va y avoir un aller-retour, je dirais, continuel entre cette ergonomie de terrain qui, encore une fois, me semble la caractéristique principale de l'ergonomie francophone, et puis une ergonomie plus de laboratoire, plus expérimentale, plus, je dirais, plus ciblée peut-être sur des produits ou des aspects plus isolés des systèmes de travail. Donc, par exemple, on va tester des dispositifs de présentation d'informations, on va tester des dispositifs de saisie de données, et ça, on peut le faire en laboratoire parce que ça nous permet d'isoler des variables et puis de tester des relations de cause à effet entre des variables indépendantes d'un côté et puis des variables dépendantes de l'autre côté. Donc, très human factors américains d'une certaine façon. Et c'est une partie de l'ergonomie qui existe aussi au Québec. La Colombie est en train d'avancer beaucoup. Et notamment, il y a eu des changements ministériels récents, avec des changements sur les lois relatives à la santé et sécurité au travail, qui vont dans un sens positif. Et on sent bien qu'il va y avoir un développement de la société colombienne d'ergonomie. En Colombie, par exemple, la personne qui a développé en avance l'ergonomie a été un ingénieur industriel qui s'appelle Jairo Estrada. Mais il a fait une étude au Brésil, mais aussi a été dans la formation des facteurs humains. Mais a été la première personne qui parle d'un grand développement de l'ergonomie en Colombie. Jusqu'à le moment qu'a commencé la Société colombienne d'ergonomie, 1996. Alors, ça a été le moment, je pense, le plus important pour développer la discipline là-bas.
il y a un fort intérêt pour les TMS, réellement. Et c'est le sujet plus fort d'intérêt des entreprises, les médecins, les salariés, parce que réellement c'est un domaine d'étude qui peut être observable, compréhensible, il y a une quantification d'informations. Alors, ça, c'est une champ de travail qui donne quelqu'un de sécurité pour faire études et la recherche réellement. Et aussi, l'information écrite qu'on peut trouver, c'est très nombreuse. En Colombie, la loi a été très importante parce que dans 1993, il avait changé la législation sur la sécurité sociale, a créé les chapitres des risques professionnels. Alors, il y a besoin de faire beaucoup d'activités de prévention, santé et protection de la santé du salarié aussi. Mais l'espace d'action de l'ergonomie a été centré seulement pour les TMS. La loi dit exactement les risques ergonomiques. Et pour faire la référence à les mouvements répétitifs, la posture, la sollicitation de force, mais c'est à les contextes d'action qu'on donnait. En Colombie, principalement l'ergonomie physique dans le domaine des TMS. Mais il y a un intérêt pour faire quelqu'un des études concernant la physiologie du travail, mais ça, c'est un terrain plus distant par nous. Je dirais toute l'intervention, les études, ont été centrées seulement dans l'ergonomie physique pour les TMS, spécifiquement. L'ergonomie cognitive, il y a une situation intéressante avec la cognitive et l'ergonomie organisationnelle. Réellement, dans ce moment, n'existe pas la conception de faire une intervention dans ce domaine, là-bas. Et seulement, il y a 2 ou 3 exceptions dans les pays que je connais que l'entreprise pose les questions. J'ai besoin de faire une étude dans la salle de contrôle. Mais je sais qu'ici, ce n'est pas possible de faire une étude de poste du travail avec la mesure, les mouvements, les postures. Et ils se posent les questions. De quel point de vue peut-être faire une intervention d'ergonomie ici? Parce qu'encore n'existe pas la conscience de faire se développer de l'ergonomie. D'habitude, se parle de l'ergonomie cognitive, par exemple, seulement avec le design industriel pour la conception des interfaces avec les produits, l'utilisateur. Mais dans le domaine de l'entreprise, réellement, ça, c'est un champ qu'on doit explorer, proposer de se développer là-bas. En Colombie, le point clé a été sympa. Parce que jusqu'à 1996, année la Société colombienne d'ergonomie, mais il y a une situation intéressante. L'idée de créer la Société colombienne a été d'un Italien. Il s'appelle Massimo Manzoni. Il a été la personne qui est arrivée, pourquoi il n'existe pas une société. Il a fait toute la démarche pour créer la société. Et les personnes qui ont constitué l'ergonomie et la société dans ce moment, l'ingénieur et 3 personnes qui sont de la courant de la science humaine, ergothérapeute et un psychologue. Le développement de l'ergonomie de l'activité en Amérique latine a d'abord été le développement au Brésil. Wissner a consacré une énergie considérable au Brésil, qui s'est traduit à la fois par la venue massive au CNAM de gens qui sont maintenant des professeurs d'université au Brésil, et puis par de très très nombreux échanges aller-retour. On est arrivé à une situation où le Brésil est maintenant autonome en matière d'ergonomie, ils ont leur propre doctorat, même si on a encore quelques doctorats en co-tutelle. Il y a une présence massive de l'ergonomie dans les écoles d'ingénieurs.
l'ergonomie de l'activité n'est pas la seule qui a influencé l'ergonomie brésilienne, et il y a à l'intérieur de l'ergonomie brésilienne de très fortes tensions entre ceux qui ont la fibre ergonomie de l'activité, ceux qui ont une formation dans le domaine du design, ceux qui ont fait leurs études aux États-Unis, etc. Mais bon, le Brésil est un grand pays en matière de développement de l'ergonomie. L'ergonomie s'est beaucoup développée au Brésil parce qu'avec tous ces étudiants qui sont une partie qui étaient formés en France, il y avait aussi beaucoup de gens qui sont partis aux États-Unis, d'autres qui avaient un peu d'influence des pays asiatiques, donc le Japon, l'Allemagne. C'est difficile à saisir tout le monde, d'où venait, etc., à quelle appartenance. Mais c'est important de dire, l'ergonomie au Brésil s'est implantée beaucoup dans les écoles de génie, mais plutôt génie de production, pas dans les génies mécaniques, d'autres génies, mais plutôt génie de production, donc c'est toujours inséré là-dedans. Et aussi un peu dans les facs de médecine, si on peut dire dans la kiné, dans la ergothérapie, architecture bien sûr, et dans les écoles de design. Bon, chacun avec un style un peu différent. Au niveau institutionnel, au niveau de l'État aussi, l'ergonomie existe d'une façon assez forte quand même, parce que il y a de lois, de normes, de réglementations qui sont tout à fait liées à l'ergonomie, donc ça fait partie du droit du travail. Et les entreprises, en principe, sont obligées de le faire, obligées de respecter. Bon, vous savez, la réalité, c'est pas exactement ce que les lois disent, mais ça marche de façon intéressante parce que ça crée au moins la discussion. Mais aussi, il y a d'autres initiatives, d'initiatives qui sont plus ou moins intéressantes. Les plus intéressantes sont dans les entreprises, plutôt les grandes entreprises, où l'ergonomie fait partie déjà des projets. Elle est vraiment quelque chose qui est inclus, elle est incorporée aux besoins, aux contraintes des projets. Bon, ça c'est, par exemple, des grandes entreprises comme Petrobras, comme Embraer, tout ça, c'est l'ergonomie, soit l'ergonomie de conception, soit l'ergonomie de conditions de travail liées à la question du travail soi-même. L'ergonomie dans mon pays, elle a un avenir qui est tout à fait attaché à l'avenir du travail dans le pays, aussi à l'avenir de la conception de choses, si on peut dire, des objets, des choses. Mais il faut vraiment qu'on continue à dire qu'on a un mot à dire. D'abord, pour la conception, si on prend la question des objets, il y a beaucoup de choses qui sont déjà ancrées même dans la perspective des entrepreneurs. Par contre, au niveau du travail, on a un vrai challenge. C'est vraiment un défi parce que le travail, il est un peu mis de côté. Dans toutes les sociétés. On parle de gestion, on parle de production, on parle de management, mais on ne parle pas du travail. Le mot travail, parfois, c'est un peu en cachette. Et pour nous, je crois qu'il y a un défi qui est de se remettre la question du travail, l'activité des gens, dans l'ordre du jour des entreprises et même des politiques. Autre chose que je crois qu'il y a un avenir, c'est que ce n'est pas une question du Brésil spécifiquement, mais c'est une question de développement de l'ergonomie au niveau international, il y a aussi un défi pour nous, parce qu'on parle chaque fois plus de subjectivité en ergonomie. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sujet de l'ergonomie? Comment est-ce que nous posons face à des questions? Ce n'est pas une question intellectuelle seulement, mais c'est une question de demande sociale, parce qu'on a chaque fois plus de gens, même au Brésil, je crois que c'est un peu partout, mais même au Brésil, des gens qui souffrent des troubles psychiques liés au travail. Et ça, c'est un peu l'ergonomie, elle a traité ça jusqu'à pas longtemps, mais elle a traité ça d'une façon un peu marginale. Et là, ça devient central. Et je crois que c'est plein dans les débats. Nous sommes dans l'année 2011. Et c'est une question que je trouve que ça se pose, ça nous travaille. Et je crois que ça fait partie aussi de l'avenir de l'ergonomie au Brésil et ailleurs. La question maintenant qui se pose, c'est la question du développement de l'ergonomie dans les pays de langue espagnole. Et il me semble que là, il y a à la fois un intérêt, une opportunité. Les pays de langue espagnole ne sont pas partants pour que l'ergonomie qui se développe chez eux soit l'ergonomie nord-américaine.
pour des raisons de représentation des États-Unis dans le côte sud de l'Amérique notamment, et se sont tout naturellement tournés vers la France. Bon, un certain nombre de collègues avaient fait leurs études en France, et on est actuellement quand même extrêmement sollicité à des niveaux très divers suivant les pays. Alors, en Argentine, il y a une société d'ergonomie non négligeable qui a une activité intéressante. Il y a très peu de consultants et il y a quelques enseignants d'ergonomie dans les écoles d'ingénieurs ou différentes écoles professionnelles. Mais il y a aussi en Argentine des ergonomes de multinationales, par exemple françaises, de Peugeot par exemple, qui participent à la vie de la Société argentine d'ergonomie. Et donc les contacts sont extrêmement faciles. Au Chili, il y a une vraie tradition ergonomique avec quelqu'un qui s'appelle Elias Apud, que je considère toujours comme le Wissner chilien. Il a 67 ans. C'est un grand physiologiste du travail qui a fait énormément de choses sur les forêts et les mines, avec une accroche très forte dans la relation entre sollicitation physiologique et relations sociales. Et il y a un master d'ergonomie à Concepción, au Chili, qui est d'une très haute qualité et qui rayonne dans l'ensemble de l'Amérique latine. Et puis il y a de nombreux ergonomes au Chili, notamment dans les mutuelles de sécurité, puisque l'équivalent de ce qui est fait par l'ECRAM en France sur l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles est fait au Chili par des mutuelles dans lesquelles il y a des ergonomes. Donc il y a, en Amérique latine, l'Argentine et le Chili sont les deux pays hispanophones où les choses vont se passer le plus vite. Paradoxalement, le développement de l'ergonomie à l'Afrique s'est réalisé en dehors de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que simplement, si on regarde les annales du CNAM, de nombreux étudiants africains sont venus donc suivre un cursus en ergonomie, parce que des études réalisées sur le continent. Aujourd'hui, l'enjeu donc, c'est d'arriver effectivement à développer l'ergonomie sur le terrain, chose qui n'est pas évidente parce que les orientations donc qu'on peut qualifier d'ergonomie sont plus des orientations liées au risque professionnel. Un secteur le plus souvent donc déployé par les médecins du travail, mais également les inspecteurs du travail. Donc c'est plus une approche risque professionnel qui est développée en Afrique. Cela sous l'égide de l'inter-africaine des risques professionnels, donc le sigle c'est l'IAPRP, qui a un lien étroit avec l'INRS et donc qui développe cette orientation sur le continent. Ce constat, nous l'avons fait avec Alexandre Mouret, au travers d'un article que nous avons rédigé en 2006 qui s'intitulait « Enjeux de développement de l'analyse du travail en Afrique subsaharienne » dans un ouvrage collectif dirigé par René Amabelti et Gérard Valéry. Ce que nous avons pu constater, effectivement, que c'est le plus souvent les médecins du travail, mais aussi les inspecteurs du travail, parce que simplement la demande était donc formulée par les ONG, les organisations non gouvernementales, qui diligentaient donc ces demandes des études macroéconomiques, donc pour effectivement répondre à un besoin bien précis. D'autre part aussi, la nature de cette demande est liée à la faiblesse du tissu industriel, ce qui ne favorise pas justement l'analyse de la demande sous le prisme de l'ergonomie francophone telle que nous la réalisons en France. Alors l'enjeu, comme je le rappelle aujourd'hui, c'est d'arriver effectivement à instruire des demandes, ou du moins à répondre à des demandes bien précises sur le continent, qui vont s'orienter non seulement pour des questions de risque professionnel, mais également de l'accompagnement vers de la conception, surtout lorsqu'on considère qu'aujourd'hui l'Afrique est un enjeu particulier pour les multinationales que sont par exemple Orange, Total, pour ne citer que cela. Donc il y a un développement donc, du tissu industriel, des capitaux sont injectés
Et pour preuve aussi, les 20 dernières années ont vu le développement des RH sur le continent, chose qui n'était pas le cas auparavant. Et je fais le pari que dans les années à venir, l'ergonomie pourra trouver un terreau favorable pour son développement. Mais cela aussi nécessite un accompagnement institutionnel sur le terrain. Pourquoi? Parce que quand on considère que la francophonie qui regroupe 14 pays et de l'Afrique subsaharienne en lien donc avec des pays tels que le Canada, la France, qui partagent la même langue, donc la langue française, je parie que effectivement en insufflant et un tant soit peu dans les programmes de formation, mais aussi les programmes professionnels sur le continent et des prémices, des bases de l'ergonomie, et petit à petit, effectivement, c'est quelque chose qui pourra prendre corps. Un autre élément aussi qui nous amène à dire que ce développement donc pourra se faire dans les années à venir, c'est que de plus en plus, au sein de la commission Self-Afrique francophone subsaharienne, dont je parlais tout à l'heure, il y a l'arrivée d'étudiants, mais également de médecins du travail qui viennent se former à l'ergonomie dans le but de repartir dans leurs pays tels que le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, pour ne citer que ces pays-là, qui sont vraiment demandeurs de formation en ergonomie. Donc, si dans les années à venir, effectivement, avec un appui institutionnel, mais aussi des compétences, ces étudiants qui ont été formés, c'est sûr que le développement de l'ergonomie donc en Afrique subsaharienne pourra mieux se porter. C'est tout le mal que je souhaite effectivement au développement de cette discipline. Pour l'instant, c'est vrai que d'un point de vue institutionnel, il n'y a pas de représentants d'ergonomes sur le terrain, il n'y a pas de réseautage sur le terrain. Comme vous le savez, en Afrique, le plus souvent, les choses sont liées aux politiques. Et compte tenu parfois de l'instabilité, et il y a des acteurs clés qui, du jour au lendemain, n'y sont plus. Ces acteurs clés qui sont nos principaux interlocuteurs n'y sont plus sur le terrain, ce qui fait que nous sommes obligés de reprendre tout à zéro. Et fort de ce constat, nous avons voulu procéder autrement, c'est-à-dire par des missions ponctuelles, par l'envoi de stagiaires sur le terrain dans des entreprises. Nous arrivons petit à petit à faire comprendre effectivement la place de l'ergonomie dans un outil de développement économique et de plus en plus, c'est un message qui passe et nous avons beaucoup de demandes à ce niveau. Le tout maintenant, c'est d'arriver effectivement à accompagner ces stagiaires sur le terrain, à intéresser aussi des professionnels sur le terrain à venir se former. C'est par toutes ces actions, effectivement, petit à petit, que nous arriverons effectivement à développer effectivement l'ergonomie sur le terrain. La commission Nord-Afrique d'ergonomie et de la SELF a été mise en place en 2000 suite à des constats de volonté de la part de collègues ergonomes vivant en Tunisie, en Algérie ou ailleurs, de voir la SELF jouer un rôle, notamment un rôle d'aide, d'appui et de conseil. À l'image de la commission subsaharienne qui a été mise en place par Karim Mekassoua, mais avant, en 98, si ma mémoire est bonne, nous avons mis, par un collectif bien entendu, cette commission Nord-Afrique en 2000. Son objectif premier, c'est tout simplement essayer d'aider les ressources locales, donc nos collègues et amis tunisiens, algériens ou marocains, qui ont la volonté mais aussi les compétences à peut-être introduire, et si c'est déjà le cas, renforcer et consolider l'ergonomie à la fois au niveau universitaire, mais également au niveau des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées,
et également comme étant une ressource pour le développement de ces pays-là. L'ergonomie en Tunisie s'est développée récemment et ma contribution qui s'inscrit dans le cadre d'actions menées depuis un certain nombre d'années par la commission Nord-Afrique de la SELF, ma contribution date de 2008. À travers un certain nombre de contacts pris avec les acteurs de la société tunisienne d'ergonomie, notamment Mohamed Akrout et Taoufik Kafala, qui sont deux acteurs clés, qui m'ont donc demandé de faire une conférence dans le cadre plus large d'entretiens médico-chirurgicaux à Monastir, étant piloté par la société tunisienne d'ergonomie. Ça date de mai 2008. Donc cette première conférence, où j'ai fait une conférence assez large sur l'ergonomie dans le champ des relations de service, a permis de nouer des contacts et a permis le fait que je fasse des enseignements de manière assez régulière dans le cadre de leur master d'ergonomie. Il existe une réelle ouverture sur des aspects de type organisationnel ou de type cognitif. Donc il n'y a pas du tout de fermeture. Bien au contraire, ils sont très attentifs et marquent un intérêt très fort pour nos propres approches de l'ergonomie centrée sur l'activité et sur une ergonomie de type organisationnel. Même si, encore une fois, cette société d'ergonomie, elle a une histoire un peu difficile, puisqu'il a fallu du temps pour qu'elle se mette en place. Les demandes sociales émergentes sur ce territoire sont liées à leurs propres préoccupations, à la fois sociales et économiques. Je pense que l'une des conditions essentielles pour le développement de l'ergonomie dans les pays du Maghreb en particulier, c'est la présence ou le démarrage d'un processus démocratique de ces différentes sociétés. L'idée peut sembler étrange. En fait, il n'en est rien. Une ergonomie qui est en soi porteuse d'une idée du monde, mais derrière ça, d'une idée du travail, d'une idée de la place de l'homme au travail, mais aussi d'une idée où le travail, c'est l'affaire de tous dans une entreprise, mais une affaire qui est portée différemment par les uns et les autres. Et que derrière le travail, il y a forcément débat, il y a forcément discussion, il y a forcément tension, voire conflit. Or, lorsque l'entreprise elle-même ne baigne pas dans un environnement social démocratique, il est impensable qu'au sein d'entreprises, on trouve une forme de démocratie qui permet ce type de développement. Les pays francophones émergents sont ceux, sans distinction de continent, qui s'ouvrent à l'ergonomie ou qui ne sont pas encore suffisamment structurés pour créer leur propre société nationale d'ergonomie. La plupart de ces pays émergents est représentée par des personnes. Et ces personnes ont soit suivi des masters et des doctorats dans des universités françaises, et elles sont retournées dans leur pays et entretiennent des relations avec la recherche et l'enseignement en France, soit ce sont des personnes qui ont établi des collaborations avec des universités, des instituts et des sociétés industrielles françaises. La promotion et le développement de l'ergonomie francophone dans ces pays émergents peuvent prendre plusieurs formes. Un appui stratégique, à savoir un soutien à la création d'associations, de réseaux ou de sociétés d'ergonomie, l'organisation de manifestations scientifiques, des séminaires, des congrès, etc. Une des formes possibles aussi est un appui pédagogique, à savoir un encadrement de stagiaires et de doctorants, une aide à la création de formations académiques dans leur pays. Troisième forme que peut prendre cette promotion et ce développement, c'est une aide scientifique. Elle se concrétise par un apport d'expertise ou une mise en relation de compétences. Et le dernier point, l'aide
ou le soutien au tissage des réseaux de contacts dans chacun de ces pays.